en compagnie de Sébastien Ferrer, avec qui vous allez pouvoir mener l'enquête. Et c'est parti, merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de gestion d'incidents, de run, de troubleshooting, tant de notions que nous allons voir ensemble. Moi, je m'appelle Sébastien, je travaille chez OVH Cloud depuis maintenant 4 ans. J'ai un chat, je suis nantais, donc je suis très content de jouer à domicile. Je suis un ancien bègue, ça je vous le dis comme ça, si vous m'entendez bloqué, vous ne vous poserez pas la question. Et donc moi, comme je le disais, je travaille chez OVH Cloud depuis maintenant 4 ans, puis généralement je fais ce métier depuis maintenant 13 ans. Et j'ai commencé en tant que développeur web, ensuite je suis devenu spécialiste en intelligence artificielle et j'ai intégré une équipe en cybersécurité. Pourquoi je vous raconte ça Parce que pendant 10 ans de carrière où j'ai fait tout ça, je n'ai pas touché une seule seconde à de la prod. J'ai jamais fait de prod de ma vie, ou très peu. Donc si je vous résume ma vie de dev en 10 ans, en 3 étapes, git commit, git push, et après je me dis random, je suis très content, j'ai fini mon travail, et s'il y a un problème, bah, c'est pas le mien. Du moins jusqu'à ce que j'intègre l'équipe Service Integration and Automation, une équipe qui, comme son nom l'indique, fait de l'intégration et d'automatisation de systèmes. Et donc c'est une équipe qui consiste à travailler sur beaucoup de projets, une bonne cinquantaine en production. Et donc il y a beaucoup de production, et qui dit beaucoup de production dit beaucoup d'incidents. J'arrive dans mon équipe, ça c'est moi. Mon chef m'appelle et me dit « Ok, tu auras 2 missions pour ce début d'année. Ta première mission, ce sera être capable de faire du run au bout de 3 mois, et 2 mois plus tard, de rejoindre la rotation d'astreinte nuit et week-end. » Et moi je lui dis « Ouais, super, super, c'est bien, c'est bien, c'est bien. » C'est quoi le run en fait? Tu as commencé par en parler. Vous connaissez sûrement le build. Le build, c'est vraiment l'étape de construction du projet. Donc c'est là où on va mettre en place l'infra, c'est là où on va développer le projet, on va le construire. Donc on le build. Et une fois construit ce projet, il va vivre sa vie. C'est cette vie qu'on va appeler le run. Donc le run, c'est vraiment tout ce qui est maintenance opération, c'est la vie du projet, du microservice, et du coup aussi des incidents bien évidemment. Moi, je suis partie des gens qui aiment bien appeler ça l'astreinte de jour. C'est un nom qui est assez connu. Parce que finalement, le run et l'astreinte tout court, c'est assez similaire. Parce que la différence entre l'astreinte de nuit et l'astreinte de jour, c'est que l'astreinte de jour, déjà, c'est le jour. Mais aussi, c'est que finalement, on gère tous les types d'incidents le jour, alors que la nuit, c'est surtout les plus critiques. Mais on a une notion qui est très commune de gérer les incidents et être réactif. Ça fonctionne souvent par rotation. Nous, par exemple, notre équipe, on fait ça toutes les semaines. Donc moi, on est 5 à en faire. Une semaine sur 5, je suis de run. Et donc, en quoi ça consiste être de run? On va en parler un petit peu. Ça, c'est moi. Je suis tout content. Fier de moi, je me dis, cool, on va pouvoir commencer. Et mon chef me dit, je te préviens, on a une grosse difficulté dans l'équipe. Nous, c'est capable de faire du context switching entre plusieurs projets, parce qu'on a plein de projets. Et moi, je dis, t'inquiète, j'ai déjà travaillé sur plusieurs projets dans ma vie. Il y en a combien ici 3, 4 en même temps? Non, il y en a 50. Et là, d'un coup, je suis un peu moins serein. Je suis un peu moins serein parce que moi, je me dis, ouais, mais je vais vraiment pouvoir faire du run au bout de 3 mois. Il me dit, mais bien sûr que tu vas y arriver. Et là, je me suis dit, c'est marrant. Mon nouveau chef, que j'ai à peine rencontré, il a plus confiance en moi que moi en moi. Et je lui ai dit, il y a des incidents, du coup, qui viennent sur un peu tous ces projets. Bien sûr que oui, ça peut tomber n'importe où. Et alors, il me vient une question, la première question que je me suis posée quand on m'a dit que j'aurais faire du run au bout de 3 mois, c'est que autant ça me paraissait évident avant d'être capable de troubleshooter et de trouver des indices sur des projets que je connaissais bien, parce qu'un projet que j'ai développé toute l'année, je peux deviner pourquoi il pète, pourquoi ça ne va pas. Mais là, il n'y a aucun monde où je suis capable de comprendre pour tous ces projets-là au bout de 3 mois. C'est impossible. Au mieux, il y en aura 2 ou 3 que je connaîtrais bien, d'autres que je connaîtrais un peu moins bien, d'autres que je connaîtrais quasiment pas. Et donc la question que je me pose, c'est s'il est plutôt évident d'avoir une intuition sur des projets qu'on connaît bien, comment on se forge un nouveau type d'intuition sur des projets qu'on connaît très peu, voire pas du tout. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a à notre disposition quand un incident tombe? On a notre projet. Quelles sont les informations qu'on a? On a plein de choses. On a l'incident, on a l'alerte qu'a généré l'incident, les logs, le monitoring, le code source, la plateforme. Donc voilà, plein de choses. Je me dis, c'est super, on a plein d'informations. Par où je commence? Et en fait, d'ailleurs, ça commence par quoi le run? Le run, ça commence comme toute bonne journée, ça commence par le matin. Et donc ça, je vous présente un dashboard de morning check, ou plutôt un schéma de dashboard de morning check. Le morning check, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui se fait tous les matins quand on est de run, c'est un premier réflexe. C'est une pratique qui est très courante en run et qui est très très bien, qui consiste à avoir un dashboard qui est très synthétique sur tout notre périmètre. Donc là, le but, c'est en un coup d'œil, on peut voir l'état global de tous nos services. Un coup d'œil, moi, il
moyennant quelques scrolls évidemment, parce que là on va avoir plus de projets, mais voilà, l'idée c'est on oublie les bar charts, on oublie les courbes, on oublie les trucs compliqués à lire, vraiment là c'est en un coup d'œil, on a des gros chiffres, des grosses couleurs, vert tout va bien, orange à surveiller, rouge c'est un peu la sauce, il va falloir intervenir, donc voilà, c'est un peu ce genre de truc. Et donc on commence à avoir déjà, dès le début, une idée de à quelle sauce on va être mangé pour la journée, et éventuellement prévenir les équipes qui peuvent être impactées par nos services. Ok, ensuite, quand on est de run, on est responsable des tickets. Donc ça, c'est des tickets d'incident, à quoi ressemble une semaine de run qui se passe très bien. Ça à quoi ressemble une semaine de run de manière un peu plus réaliste, un peu plus à tickets. Premier réflexe, moi, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais affecter les projets. Donc quand on affecte les projets, c'est autant quand on a des messages clairs, c'est cool, mais c'est bien de ne pas forcément faire confiance à l'automatisation et de bien humainement vérifier que l'incident tombe sur le projet sur lequel on pense qu'il est tombé. On a aussi des niveaux de priorité, et ça j'y reviens juste après. Et on a des métriques, et donc là, ça c'est la métrique de time to resolve, dont on va parler juste après, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, en fait, on a plusieurs métriques hyper intéressantes quand on gère les incidents. On a le TTA et le TRS. Le TTA, c'est le time to acknowledge. TRS, c'est time to restore service, c'est le fameux time to resolve, on vous avait parlé avant, c'est deux noms pour la même métrique. On va plutôt parler généralement de time to resolve. Time to acknowledge, comme son nom l'indique, c'est le temps qu'on met à prendre connaissance d'un incident. Donc, généralement, ça va juste se résumer à un clic sur un téléphone, dire OK, ça reçoit la notification. C'est une façon de dire qu'un humain a pris connaissance d'un incident. Alors que time to resolve, c'est vraiment le temps pendant lequel on va faire toute la contextualisation de l'incident, le temps qu'on va mettre vraiment à le résoudre et à restaurer le service pour l'utilisateur. Parce que c'est ça que l'utilisateur veut, lui. Ce qu'il veut, c'est qu'on restaure son service. Et il y a les niveaux de priorité, donc ça c'est assez important. Là, ça va dépendre des équipes, ça va dépendre un petit peu de comment c'est fait, mais généralement, dans l'utilisation courante, on va retrouver 5 niveaux de priorité, de P5 à P1. P5, c'est le niveau le moins grave, donc c'est pas très très grave, mais il faut le gérer quand même parce que ça reste un incident. P2, c'est là où on va commencer à se bouger un peu plus vite parce qu'un humain ou un client est potentiellement impacté. Et P1, c'est vraiment les incidents critiques, ce sont ceux qui nous réveillent la nuit. Et donc là, ça devient la priorité à toute l'équipe, pas seulement les personnes qui aident run, tout le monde sera sur le qui-vive pour la P1. Ok, donc là, on commence à avoir un petit peu une vision un peu plus large de comment ça fonctionne. Un nouvel incident tombe, et donc là, mon premier réflexe, c'est de me dire, ok, c'est bon, c'est une P5. Là, vous voyez, j'en ai une là qui est en P5 aussi, mais qui est en rouge, parce que j'ai plus beaucoup de temps, c'est vraiment la priorité, je fonce dessus. Maintenant, en fait, c'est bien de vérifier aussi bien le projet sur lequel c'est tombé, que de vérifier aussi l'impact d'un incident, parce que ça peut arriver qu'un incident soit sous-estimé ou surestimé. En l'occurrence, là, il peut être sous-estimé, mais il me dit, ah non, en fait, c'est pas une P5, c'est une P2, il y a quelqu'un qui en a besoin maintenant, donc je fais la P2 avant. Donc voilà, vraiment, gérer ses priorités, c'est le rôle de la personne qui est de run. Et aussi, quand on est de run, c'est très important, c'est d'être le point de contact de son équipe, parce que quand on est de run, ça ne veut pas dire qu'on va gérer ses incidents tout seul dans son coin, gérer ses tickets. L'idée, c'est qu'on est le point de contact. Quand on travaille dans une équipe, on travaille avec plein de gens. Il y a tout un écosystème, ça dépend d'entreprise, bien sûr, mais voilà, nous, on fait du run côté CIO, donc on a tous les gens côté CIO qui peuvent dépendre de nous. Si les gens ont besoin de quelque chose qui est en rapport avec notre équipe, ils doivent savoir qui contacter. Eh bien, c'est moi qui suis de run, qui est la personne à contacter, et quand moi j'aurai besoin de contacter des gens, je contacterai les personnes qui sont de run. Donc en fait, l'idée, c'est pas de se dire c'est la personne de l'équipe qui a le temps qui répond, c'est vraiment la personne de run qui est assignée à ça. Donc quand on est de run, on est le point de contact. Et enfin, on commence à attaquer le dur du sujet, le fameux troubleshooting. Le troubleshooting, en résumé, c'est le fait de commencer à récolter les indices, remonter la piste pour trouver la fameuse root cause, la fameuse cause de l'incident, pas à pas. En résumé, ça consiste à transformer votre travail en votre meilleure partie de Cluedo pour trouver le coupable à l'arme du crime pour résoudre l'incident. Et ça, c'est l'un des piliers fondamentaux. Ce n'est pas le seul, et justement, j'en parlerai juste après. Comment on fait? Quelles sont les approches qu'on peut avoir pour faire de la fameuse root cause analysis, pour faire du troubleshooting? Et il y en a plein, et je ne vais pas passer une heure à tous les raconter, donc je vais en parler de deux principalement. Celle qui est la plus intuitive, que je ne conseille pas forcément justement, mais elle est quand même suffisamment intéressante pour qu'on en parle, c'est la méthode basée sur l'historique, c'est de se dire, il y a plein d'incidents qui tombent chez nous, donc celui qui vient d'arriver, je le connais forcément ou pas, ou peut-être qu'un collègue l'a déjà eu. Donc l'idée, c'est de se dire, peut-être que voilà,
Peut-être que j'ai même pas besoin de m'y connaître sur le projet. Donc ça, c'est pratique, c'est rapide, c'est efficace, pas besoin de s'y connaître. Mais justement, c'est le défaut aussi, pas besoin de s'y connaître, donc on ne progresse pas. Et on peut avoir aussi surtout un effet de déjà-vu. C'est pour ça que je ne conseille pas forcément, parce que ça peut induire en erreur. Non, il y a des méthodes plus profondes pour ça, et notamment le drill down, qui est l'une des méthodes les plus utilisées en troubleshooting pour trouver des root cause analysis. Le drill down, c'est le fait, comme son nom l'indique, de creuser vers le bas. On a une erreur générale. Et ensuite, on va descendre d'erreur sous-jacente en erreur sous-jacente pour arriver jusqu'à l'erreur qui a causé le truc. Donc on a un microservice qui est tombé. Pourquoi? Parce que telle fonction qui n'est pas contente. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est un call vers une base de données qui a foiré. Voilà, c'est le truc. Donc ça, c'est une méthode qui est cool parce qu'elle est rigoureuse. Ça demande à la rigueur, mais ça demande du temps aussi. Donc ça, c'est un des inconvénients. Surtout si on creuse dans le mauvais sens. Mais au moins, c'est l'une des la meilleure façon d'obtenir une root cause, et en plus, on progresse dans un projet. Je vous racontais tout à l'heure que c'était compliqué d'avoir une intuition sur les projets qu'on ne connaît pas. Le run, c'est justement une très bonne façon de s'auto-former sur des projets et de comprendre comment fonctionnent les projets sans même avoir travaillé dessus avant, parce qu'on va creuser d'incident en incident et comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça, c'est cool. Mais c'est pas tout, on a aussi une méthode qui s'appelle le bottom-up. Nous, on l'utilise un petit peu moins parce que c'est plus pour des parties un peu plus physiques au réseau, mais c'est suffisamment intéressant pour qu'on en parle. Je la mets dans la même catégorie parce que c'est une approche qui est assez similaire en termes d'avantages et d'inconvénients. Là, comme on indique, c'est on part du bas vers le haut, et quand on parle de partir du bas vers le haut, on parle du physique vers l'applicatif. Donc généralement, c'est remonter les couches du modèle aussi. Mais donc ça, c'est une méthode qui est assez proche en termes de rigueur, parce qu'on va remonter un peu la piste comme ça. Ok, alors là, c'est encore un peu vague, donc là j'explique des concepts très très vagues, et on va creuser un petit peu plus. Mais déjà, il y a une question qu'on peut se poser, c'était quoi le problème que j'ai essayé de résoudre à la base? C'est vrai que moi, quand je suis arrivé dans l'équipe, j'avais des incidents qui commençaient à tomber. Et je me disais, trop cool, un incident arrive, je vais pouvoir jouer ma meilleure partie de Cluedo, j'ai trop hâte de voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, qui est le coupable. Et en fait, au bout d'un moment, on m'a dit, ouais, mais c'est quoi que tu veux résoudre en fait? C'est l'incident ou la restauration des services? Et finalement, en fait, le client, lui, il s'en fout que vous soyez en train de jouer à votre meilleure partie de Cluedo. Lui, ce qu'il veut, c'est que son service soit debout, peu importe le moyen. Parfois, c'est pas urgent, donc on peut se permettre un petit peu de creuser, mais il y a des moments où c'est plus urgent. Et rien de mieux pour parler de l'urgence que de parler des incidents qui surviennent la nuit. On parlera plus de run aujourd'hui, mais je voulais faire une petite parenthèse sur la nuit parce que c'est là qu'on a un incident plus critique, et c'est là où on peut le mieux illustrer comment on réagit en situation d'urgence. Donc le village s'endort, les incidents se réveillent, un incident en particulier. Incident, ok, service très très lent, pas très original, mais ça arrive. Client pas content. Qu'est-ce qui se passe? Il est 3h du mat, je ne suis pas très réveillé, donc là, c'est son premier incident de nuit en plus. Je suis un peu stressé, mais tout va bien se passer. Je regarde, je vois que c'est un service qui est load balancé sur 3 machines virtuelles. Ok, ça je le sais déjà, c'est écrit noir sur blanc sur la doc. Ok, je regarde le monitoring. Ok, plein d'erreurs 500 qui sont montées en flèche au moment de l'incident, ça ne m'étonne pas, c'est un peu pour ça que j'ai été réveillé. Ok, je vois que ça continue de tourner, le service est lent, il n'est pas mort, donc on a encore des 200 qui passent, c'est cool. Une grosse latence, ok, et pas mal de logs qui confirment ce qu'on voit, c'est-à-dire des erreurs 500 partout, donc client pas content. Alors du coup, pourquoi je suis encore un petit peu perdu. Déjà, je remarque un truc que je remarque, qu'on a des erreurs qui proviennent des instances B et C. Moi, je sais que j'ai 3 instances. Je me dis, tiens, c'est marrant, il n'y a pas d'instance qui s'appelle A, il n'y a que 2 instances qui renvoient des erreurs. Et donc, je vais commencer à me connecter manuellement sur les machines. C'est un projet que je ne connais pas très bien, donc j'explore un petit peu. Je me connecte sur machine A, je vois qu'elle fonctionne très bien. Je fais un petit hashtop dessus, je regarde un petit peu les ressources, le CPU, la mémoire, tout se passe plutôt bien. Je me connecte sur machine B, ça ne marche pas trop. Et je me connecte sur machine C, pareil. Et surtout, même quand j'arrive à me connecter, le prompt ne me rend pas la main facilement. Ça lag de fou, j'arrive à peine à afficher les ressources, les machines sont vraiment dans la sauce. Ok, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, et je comprends assez vite que le problème est trop complexe pour être résolu dans l'heure. J'aurais besoin de mon équipe, sauf que là, c'est la nuit, le client, ce qu'il veut, c'est que son service soit restauré. Moi, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe
si, sur ces deux machines qui sont pétées, je coupe le lien du load balancer sur ces deux machines pour ne garder que celle qui marche et pour diriger tout le flux sur celle qui marche. Alors évidemment, je me doute que le load balancer, il n'est pas là pour décorer, hein, donc c'est sûr que ça n'a pas marché exactement comme avant, on aura toujours la latence. Mais je vois que ça tient. Je vois que le service ressemble à un service qui marche plutôt bien. Je vais rester en surveillance 1 heure et je me dis, mon service, il tient sur une patte, mais il tient. Le client, pour lui, il va être content pour la nuit. Je vais pouvoir me recoucher et on va résoudre le problème en équipe sereinement le lendemain. Et effectivement, le lendemain, on a pu tous plancher dessus et résoudre le problème en quelques heures. Donc voilà, c'est vraiment la priorité. D'abord, on restaure le service et après, on trouve la cause d'un incident plus profonde. C'est ça le troubleshooting. Cas pratique numéro 2. Trop d'erreurs 500, donc là, cette fois-ci, il n'était pas 3 heures, mais 4 heures du mat. Sacré grasse mat. Là, je vois 2 pics, plutôt 2 plateaux d'erreurs 500. Un qui est visiblement trop petit pour avoir déclenché le seuil de l'alerte, un qui est un peu plus grand. Okay, donc là, je suis réveillé par ce gros plateau qui a déclenché l'alerte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde les logs. Database connection failed. Donc déjà, je vois que mon problème, c'est database connection failed. J'en déduis qu'on a eu un problème de connexion sur une base de données, et ça je le sais parce que je suis bilingue. Et surtout, ça me donne l'idée de savoir où chercher. Je peux chercher dans le monitoring, et le monitoring notamment des bases de données. Et je vois que ça coïncide, on a des gros pics de connexion sur les bases de données qui coïncident avec nos erreurs. Donc là, ça commence à ressembler fort à un problème de rate limiter qui n'est pas très content. On a du rate limiting en fait, et il y a des gens qui bourrinent notre API et ça passe au-dessus du rate limiting. Il y a des requêtes qui drop, des requêtes qui tombent. Le service du coup renvoie des erreurs et on a beaucoup plus d'erreurs que ce qu'on voudrait. Première question que je me pose, c'est est-ce que c'est une attaque? Franchement, ça ne ressemble pas à une attaque. Une attaque, ça ne ressemble pas à des corps comme ça. Là, c'est quand même pas si vénère que ça, mais on a des pics qui dépassent. Donc, qui est cette sombre personne qui est en train de brûler mon API à 4 heures du mat et qui m'a réveillé? Je vois que c'est un utilisateur 42, OK. Ce que l'on remarque surtout, c'est que là où nos utilisateurs les plus brillants font entre 10 et 20 requêtes par heure, lui, il en fait 140. Donc forcément, on n'est pas content. Alors là, assez rapidement, je me dis, OK, on va falloir mettre un système de cache peut-être, l'optimisation des connexions, du rate limiting personnalisé, du scaling, ce genre de choses. Autant de choses que je n'ai absolument pas envie de faire à 4 heures du mat tout seul. Donc moi, je me dis, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite, pour restaurer le service et faire tout ça en équipe le lendemain? J'augmente le seuil du rate limiting. Est-ce que c'est mon service le problème? Ah non, mon service, en fait, il tient. On avait mis du rate limiting pour sécuriser un peu. On augmente le seuil, juste assez pour que ça passe pour cet utilisateur qui est un peu bruyant. Et le lendemain, on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour ce type d'utilisateur. On n'a pas prévu ce genre de cas, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça, toujours réfléchir à des solutions simples. Et souvent, les solutions, la nuit, c'est les solutions les plus simples possibles. Donc, pensez simple et efficace. Et après, on remonte la RCA et on trouve un petit peu ce qui se passe. RCA, root cause analysis. Okay, j'ai passé sur un troisième cas pratique maintenant. Là, c'est possible, le village se réveille, on repasse 2 jours. Donc ça, c'est un incident typique de run. Autant la nuit, c'est un peu plus rare, je ne me fais pas réveiller tous les jours, autant le run, j'en reçois très régulièrement d'incidents. J'avais donc le choix entre des centaines et des centaines de cas possibles. J'ai choisi celui-là pour 2 raisons. Déjà parce que c'est l'un des tout premiers sur lequel je suis tombé, donc une petite valeur sentimentale quand même. Mais au-delà de ça, c'est le premier incident qui m'a fait me rendre compte de l'importance de la prise de recul. Ok, un incident arrive, j'acknowledge, donc je dis ok, je suis au courant. Ok, operation failed. Heureusement que je suis toujours bilingue, je sais qu'une opération a raté, j'en sais pas plus. Ok, je regarde les alertes, je regarde l'incident, je regarde le monitoring. Ok, donc je vois un peu l'impact et je vois des logs qui confirment operation failed. Mais là, j'en sais un peu plus sur mes logs, comme ils sont bien faits, je vois que c'était pendant que j'essayais de créer des utilisateurs. Oui, effectivement, c'est un service, je regarde un peu ad hoc, c'est un service qui crée des utilisateurs quelque part. Là, il n'a pas réussi, donc du coup, ça crée un incident. Je regarde les logs, donc je vois que les logs confirment ça, et je regarde les champs de logs. Les champs de logs, j'ai regardé un petit peu plus tard, mais ce sont des champs qui nous donnent des détails un petit peu sur les logs, du contexte. Et là, je vois que le champ correspond au message. L'opération create user, qui consiste à créer des utilisateurs, ne fonctionne plus. C'est ça ma conclusion. Est-ce que une conclusion hâtive? Bien sûr que oui, sinon ce ne serait pas intéressant. Oui, parce qu'en fait, je me suis dit, tiens, et si je regardais un petit peu les logs, là, pour avoir ce résultat-là, en fait, j'ai filtré sur les logs d'erreur.
Maintenant, élargissons un petit peu le filtre et regardons un petit peu tous les messages qu'il y a autour de ces messages-là. Et je vois qu'en réalité, il y a plein d'opérations similaires qui, elles, ont réussi. Et c'est la même opération. L'opération n'est pas cassée. On peut toujours créer des utilisateurs. Pourquoi ça ne marche pas alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je bloque un peu. Et un collègue m'a dit, tiens, tu as pensé à regarder un petit peu les autres champs? Il y a un champ qui s'appelle PodID. C'est le pod Kubernetes sur lequel tourne le service. Ils ont tous le même. C'est marrant, non? Nous, on fait du scaling partout, tout est load balancé, et là, c'est quand même pod qui répond. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un pod qui serait mort? Eh bien oui, en fait, je me suis connecté du coup sur le cluster Kubernetes, je vois qu'effectivement un pod est tombé, donc en fait c'était un seul pod qui prenait toutes les requêtes, et n'était pas capable, des requêtes tombaient. Donc je remonte le pod, incident résolu. Donc voilà, c'est un peu ce genre d'approche qu'on pourrait avoir. Il y a des centaines et des centaines de cas possibles, mais ouais, c'est pour illustrer un petit peu à quoi ça peut ressembler d'avoir des incidents qui sont plutôt simples, qui peuvent nous paraître galères quand on n'a pas la prise de recul nécessaire. On prend la prise de recul et tout va bien. Ok, du coup, pour conclure sur cette partie un petit peu de comment résoudre l'incident, toujours penser à scoper son problème. Ça n'a pas marché. Ok, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quoi, où, comment, etc. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour tout le monde. Ça n'a pas marché pour qui? Ça marche vraiment pas ou ça marche un petit peu quand même? Voilà. Donc se poser un peu ce genre de questions, essayer un peu de mettre un cadre à tout ça. Est-ce qu'on peut reproduire l'erreur? Est-ce qu'on peut rassembler après les informations pour apprendre nos erreurs? Parce que c'est hyper important d'être capable de ne pas reproduire justement des erreurs qui sont produites. Et est-ce qu'on peut documenter tout ça, notamment pour les incidents critiques? Les documentations des incidents critiques, ce qu'on appelle les fameux post-mortem. Et justement, pour parler des post-mortem, je ne vous ai pas parlé d'un autre axe de troubleshooting qui est assez cool et que nous, on utilise justement en post-mortem. Ce n'est pas forcément ici, mais je l'ai gardé justement pour cette partie-là. La méthode des 5 whys. Les 5 whys, comme son nom l'indique, c'est la méthode qui consiste à se poser la question pourquoi 5 fois de suite. Donc là, un utilisateur ne peut plus se connecter à l'application, c'est ça le problème de base. Ok, pourquoi? Pourquoi? Parce que le système d'authentification me retourne des erreurs 500. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait, le système d'authentification il n'est pas capable de se connecter à la base de données, enfin, de faire des requêtes sur la base de données. Et pourquoi les requêtes ne passent pas? Parce qu'en fait, il ne peut juste pas se connecter à la base de données. Mais pourquoi? Parce que le serveur de base de données, il n'est pas atteignable. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un pare-feu en fait, qui a changé de règle et du coup, on n'a plus la règle qui permet à ce service d'authentification de choper la base de données. Ah d'accord. En fait, en se posant pourquoi, en fait, la raison pour laquelle le service d'authentification ne marche plus, c'est parce que tout simplement, on a une règle de pare-feu qui a changé, ça a foiré et on peut plus se connecter à la base, etc. etc. Donc ça, c'est pas une méthode qui est infaillible, hein, c'est une méthode qui parfois a le défaut de sursimplifier les problèmes, mais c'est important surtout pour faire des rétrospectives quand ça s'est mal passé et qu'on a passé 4 heures dans le jus à résoudre un incident critique, de se dire tiens, prenons un petit peu de recul et essayons de réfléchir calmement à pourquoi ça s'est mal passé. Et donc, quitte à se poser la question pourquoi, autant se la poser 5 fois de suite. Donc voilà, cette conférence aurait pu s'arrêter là, mais je me suis dit que c'était pas intéressant de juste parler de troubleshooting et comment ça se passe. Moi, je vous ai dit au début de la conférence que j'étais surpris que mon chef ait plus confiance en moi que moi en moi. Comment ça se fait? Parce que lui, il savait qu'il avait déjà monté une équipe qui était bien rodée, qui fonctionnait bien et qui avait déjà les outils nécessaires. Et quels sont ces outils nécessaires? Et surtout, comment on développe efficacement ces applications de manière résiliente, de façon à être capable de gérer les incidents efficacement. Pour ça, un illustre sage m'a donné un parchemin il y a longtemps et il m'a dit développe tes applications comme si tu allais les maintenir, parce que c'est le cas. J'ai beaucoup aimé cette phrase, c'est un collègue qui me l'a dit en visio, j'ai trouvé ça très drôle, et surtout j'ai trouvé ça vrai, et je me suis dit que ça faisait un pivot super pour faire une transition entre qu'est-ce que c'est que le troubleshooting et comment on build une application de manière résiliente. Parce qu'en fait, finalement, le build et le run sont très liés, et si on veut bien savoir faire du run, il faut maîtriser son build. Et le build, comment on construit nos applications pour être capable d'avoir les informations dont on a besoin quand on fait du run. Et là, il y a environ 1 millier d'axes possibles, donc je vais en choisir quelques-uns qui m'ont marqué et qui m'ont paru pertinents à raconter pour résoudre des incidents. Parlons des logs déjà. Les logs, c'est un peu le nerf de la guerre, vous l'avez vu.
c'est les traces de notre application, c'est les signes de vie de notre application qui nous disent un petit peu ce qui se passe. Ils le font si on le veut bien, en fait, hein, si on a bien configuré ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on veut comme log? Et surtout, qu'est-ce qu'on veut dans les logs de manière générale? Ce qu'on veut surtout, c'est éviter le manque de données. Il n'y a pas pire vraiment que de se retrouver en plein troubleshooting et de se dire « je suis à 2 doigts de comprendre ce qui s'est passé, mais il me manque une information. Si seulement j'avais logué sur Request ID, si seulement j'avais logué cette information, si seulement j'avais logué ce call HTTP que je sais que je fais, mais je ne sais même pas à qui. » Donc voilà, en fait, pensez, quand on développe, pensez à la personne qui sera responsable d'un incident en cas de crash, parce que cette personne, déjà, ça pourrait être vous. Et surtout, sinon, on est juste bon pour redéployer un patch avec des logs, et c'est très long, c'est fastidieux, et surtout, c'est frustrant. À l'opposé, éviter le bruit aussi, parce qu'avoir l'information, c'est bien. Ne pas avoir l'information noyée dans un millier d'informations inutiles, c'est mieux. Donc, pas besoin de loguer ce qu'on a mangé la veille. Vraiment, l'idée, c'est de se cantonner à l'essentiel, mais l'essentiel ni plus ni moins. OK, on log pas n'importe comment, on log avec des niveaux d'erreur. Donc là, il y en a plein de niveaux d'erreur. J'ai mis les 6 qu'on retrouve le plus couramment. Info qui donne des informations, warnings, les erreurs qui sont des points attention qui pourraient être des erreurs mais qui n'en sont pas encore. Les erreurs qui, elles, sont des erreurs. Des bugs, ça, c'est les fameux logs optionnels qui permettent de travailler pendant le dev. Fatal, les erreurs qui induisent un crash total des services. Et trace pour le profiling. Et qu'est-ce qu'on veut loguer? Plein de choses. Moi, j'ai mis quelques trucs ici, donc voilà, comme ça, vous pourrez les retrouver. Le request ID, c'est une base, ça permet de tracer les requêtes par où elles sont passées. Les passes d'URL qu'on call, pourquoi pas. L'opération, voilà, l'opération qu'on était en train de faire, ça c'est un truc, une bonne pratique qu'on aime bien faire. Qu'est-ce qu'on était en train de faire au moment où le log est arrivé, quel qu'il soit, que ce soit une information ou pas, qu'est-ce qu'on était en train de faire à ce moment-là? Ok, donc ça voilà, c'est pour avoir un peu plus d'idées. Et surtout, comment on log? Et là, effectivement, je suis désolé, je montre du code sur une slide, pardonnez-moi, c'est du code Go, ne vous en faites pas, on va retirer la partie du haut, c'est juste pour montrer qu'il y a une fonction qui décode un body pour le mettre dans un objet. Enfin, là, c'est pas un objet parce qu'on fait du Go, c'est une structure, mais voilà. Et donc, on a logrust, qui est une lib très connue en Go pour faire du log. Et donc là, on a un message de log qui est tout à fait classique. On a fait du formatage, donc du formatage %D, %S, etc. L'utilisateur a été, voilà, tout s'est bien passé, on est content. Et donc on a un message qui est très clair. Ce message-là, il est certes bien, il est certes clair, mais il y a un petit problème, c'est que le formatage comme ça, on peut le faire un peu n'importe comment. Moi, je l'ai fait comme ça, je suis pas sûr que mon voisin l'ait fait pareil, je suis pas sûr qu'il ait mis user à gauche et pas user à droite. Et surtout, comment je retrouve des logs en fait, hein. Si un collègue me demande, tiens, est-ce que tu peux vérifier qu'on a bien le log utilisateur 42 successfully process, comment je le retrouve? Et là, j'ai aucun moyen efficace à part faire des regex dans ma base de logs. Et je pense que personne n'a envie de faire des regex dans une base de logs. Déjà que pas grand monde aime faire des regex tout court. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'interviennent le fameux champ, les champs de log. Et là, on se cantonne à un message. C'est la dernière ligne. Là, on a un message qui est très clair, très générique, très simple, user processing success. C'est ça qui s'est passé. Et après, le contexte, on contextualise avec les champs. Et donc, on a le champ user ID, username. Bon, c'est un exemple, en fait, il peut y avoir des billets de champs, notamment le request ID en cas de call, ce genre de choses, et l'opération. Et à quoi ça va ressembler? Ça va ressembler, derrière, à des messages qui se ressemblent tous, et des messages qui nous disent ce que tu es en train de faire. Mais quand on clique dessus sur un outil qui gère les logs, comme URLog par exemple, on va pouvoir avoir plus d'informations plus facilement. Et là, ça permet vraiment d'avoir des informations claires visuellement. Et surtout, ça permet de faire des requêtes. Donc ça, c'est typiquement une requête Lucene, comme on peut le trouver dans Elasticsearch. Et là, vraiment, je peux faire une requête en disant, bah, tiens, voilà, je veux voir ce message-là pour tel ID, et là, je le retrouve très rapidement. Donc voilà, ça, c'est une bonne façon de faire des logs. Il n'y a pas que les logs, du coup, il y a aussi le monitoring. Là, je pourrais faire une conférence entière sur le monitoring, et justement, ça tombe bien, j'en ai une dans mes sources, donc n'hésitez pas à la regarder plus tard. Mais voilà, monitoring, qu'est-ce qu'on veut monitorer? C'est pareil. J'aurais pu montrer un millier de dashboards, impossible d'être exhaustif, mais l'essentiel, depuis combien de temps votre service il est up, combien de fois il a redémarré, une requête 500, 400, 200, voilà, donc ce genre de choses déjà qui nous donnent un état global du service quel qu'il soit. Ce qu'on était en train de faire, là, c'est un service qui parle de création d'utilisateurs, combien d'utilisateurs j'ai créé, voilà, ce genre de choses, donc des métriques qui sont propres
qui sont propres à notre application, mais de manière aussi générique. Donc voilà nos requêtes d'erreur et on va en voir d'autres par la suite de manière plus générique. Donc les codes couleurs, c'est un peu pareil, hein, vert, orange, rouge. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Voilà, j'ai mis une petite liste, mais en fait c'est un peu évident. Ce qu'on veut, c'est communiquer l'information rapidement. Le dashboard de monitoring, en fait, c'est vraiment la représentation de nos métriques de manière visuelle. C'est une façon d'avoir un état visuel du fonctionnement de notre service. Et pourquoi? Parce qu'on va être capable de suivre les performances, parce qu'on va être capable de communiquer avec les autres équipes, parce qu'on va être capable d'avoir du premier coup d'œil quelque chose qui ressemble à l'état de notre service. C'est ça qu'on veut avec le monitoring. Et qu'est-ce qu'on monitore? Là, c'est pareil, je ne vais pas passer une heure à en parler, donc j'ai fait une petite liste, mais globalement, tout ce qui concerne l'application, les performances, la disponibilité, la base de données, voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on veut monitorer? Globalement, tout ce qui mène à une alerte. Ce qui nous fait une magnifique transition vers les alertes. Les alertes, ce sont elles qui vont générer un incident, c'est un peu elles qui vont faire sonner notre téléphone. Et elles peuvent être générées de multiples façons. Et parmi les sources possibles, il y en a trois grandes familles de sources qui sont les logs, les métriques et les erreurs applicatives. Les logs, en fait, c'est pas hyper intéressant, donc là, du coup, je le mets en gras pour montrer que j'en parle, mais j'ai envie de passer dessus. Les logs, on peut utiliser des systèmes qui font des règles, qui disent, OK, si j'ai eu tant d'erreurs 500 sur les 5 dernières minutes, on va dire qu'on lâche une alerte. OK, bon, c'est pas mal. En vrai, ça marche plutôt bien, c'est pratique, ça dépanne bien. Mais on peut faire mieux parce qu'on peut faire à peu près la même chose en mieux avec des métriques. Et ça, c'est ce à quoi ressemble une règle de Prometheus sur Alert Manager de Prometheus, et on va le décortiquer ensemble. Une règle d'alerte sur les métriques, ça commence par l'expression. L'expression, c'est vraiment le cœur de ce qui va déclencher l'alerte. Et donc là, on écrit rate, une fonction rate sur la métrique HTTP request total, avec le label status, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, en français, si plus de 5% des requêtes sont tombées en erreur 500 dans les 5 dernières minutes, et que ce problème dure depuis plus de 2 minutes, donc ça c'est la condition forte, depuis combien de temps le problème que j'ai décrit persiste, eh bien on déclenche l'incident. Et l'incident, on a donc un summary, voilà, c'est qu'est-ce qui s'est passé, on écrit succinctement un summary de ce qui s'est passé, et en description un peu plus d'infos. Et donc là, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et enfin, la sévérité, je décide que c'est une alerte critique. Et c'est ce genre de sévérité qu'on va pouvoir mapper derrière sur des niveaux de priorité d'incident de P5 à P1. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Les règles peuvent être longues et complexes, mais elles peuvent aussi bien être extrêmement simples et nous donner ce qu'on veut comme ça. Ok, super. Et enfin, il y a les erreurs applicatives. Et ça, c'est parce qu'en fait, quand on lâche une erreur, on peut très bien appeler les fonctions fire error, fire machin, fire alert. Ça ne m'intéresse pas spécialement de vous parler de ces fonctions-là parce qu'en fait, c'est un call qu'on fait sur notre code. Sachez juste que dans votre code, vous pouvez call les fonctions qui lâchent les alertes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on gère les erreurs qui sont contenues par ces alertes. Moi, l'erreur que je faisais au début, donc là, c'est une fonction qui fait des calls de base de données, qui fait en l'occurrence un call de base de données, c'est une fonction qui fait getUser, et donc le cœur de cette fonction, c'est db.findUser. Et moi, je m'étais embêté une fois en plein troubleshooting parce que je me retrouve avec l'erreur record not found. Alors là, c'est le code Go. Pour ceux qui ne connaissent pas le Go, on retourne souvent deux valeurs, la valeur qu'on veut renvoyer et une erreur. Elle existe. Là, on est dans le cas d'une erreur, donc on retourne une structure vide et l'erreur, puisqu'apparemment elle n'est pas vide. Et moi, je me retrouve avec l'erreur record not found. Cette erreur-là, c'est pas moi qui l'ai créée. Elle est nulle part dans mon code. Cette erreur-là, en fait, c'est une erreur qui est issue de mon ORM que j'utilise pour manipuler ma base de données. Ce qui est embêtant avec ça, c'est que c'est une erreur qui est super générique. Moi, en fait, je fais des queries dans ma base de données tout le temps dans mon code pour faire des selects, des updates et des machins sur plusieurs tables, sur plusieurs trucs. Moi, ça ne m'avance pas beaucoup d'avoir juste record not found. Je peux fouiller derrière, mais c'est une perte de temps pour rien. Les erreurs qu'on retourne, c'est important de savoir les wrapper, et c'est pour ça qu'on parle d'erreur wrapping. Cette erreur-là, en fait, au lieu de juste la retourner telle quelle, on va l'encapsuler dans une autre erreur qu'on aura créée à la volée et dire, OK, je vais retourner une erreur, ma propre erreur,
qui contient l'erreur sous-jacente. Donc là, c'est une erreur qui s'appelle fetching user, parce que c'est une erreur pendant que j'étais en train de fetcher un utilisateur, et ensuite j'ai l'erreur sous-jacente. Ne jamais oublier, évidemment, quand on rappelle l'erreur, de rappeler l'erreur, hein, c'est-à-dire pas juste avoir notre erreur à nous, savoir ensuite ce qui s'est passé plus profondément dans la base de données. Et là, du coup, je me retrouve avec une erreur qui est un peu plus claire. J'ai eu un record unfound pendant que j'essayais de fetcher un utilisateur. Et ça, c'est vraiment des choses qui peuvent nous sauver pas mal de temps quand on fait du troubleshooting. Donc l'error wrapping, c'est cool. Et je terminerai sur une notion qui, pour moi, est fondamentale en run et en troubleshooting. Mieux vaut prévenir que guérir. Si on veut éviter l'incident, il faut penser à son amélioration continue. L'amélioration continue, c'est ce qu'on appelle le lean. Et donc, comment on fait l'amélioration continue? Dans notre cas, nous, par exemple, je vous ai dit, on a une 50aine de microservices. Évidemment qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent dans leur structure. Évidemment qu'il y en a beaucoup qui sont connectés aux mêmes endroits. Partez sur un archétype, que vous l'ayez développé vous-même ou non. C'est bien de le faire soi-même, je pense. Si vous savez que tous vos services vont se connecter au même serveur d'Artifactory, au même pipeline CI/CD, au même serveur de machin, voilà. Quand on sait que tous nos services sont dans un même écosystème et que ça va demander la logique et l'intelligence pour se connecter quelque part ou pour faire des choses, avoir un archétype commun, c'est hyper pratique parce qu'on part clé en main pour se focaliser sur le travail qu'on va faire. On sait qu'on ne perdra pas de temps sur les bases évidentes. Et en plus, on a un squelette, des code base, qui est unifié pour tout le monde. Donc on sait que tous les projets se ressembleront au moins à une structure. Si on creuse à un niveau plus bas, ensuite, utiliser des packages communs. On en a un, nous, qu'on a développé nous-mêmes, qu'on appelle de manière très originale le Common Package. Mais en fait, il y en a plein qui existent sur GitHub. Si vous savez que vous allez vouloir faire les logs d'une certaine façon, les erreurs d'une certaine façon, etc. Nous, par exemple, on sait qu'on veut faire des logs d'une façon précise. Ne codez jamais ça au niveau de votre application. Faites une lib commune que vous pourrez mettre en dépendance dans tous vos projets. Et nous, comme ça, en fait, on n'a plus qu'à tirer automatiquement toutes les dépendances sur nos projets continuellement, et on sait que quand on aura fait une modification sur le logger, toutes nos applications en bénéficieront. Et donc on sait qu'il n'y aura pas un service qui log d'une façon et un service qui log d'une autre façon. Donc là, c'est pareil un peu pour toutes les libs qu'on peut utiliser. Pareil, hein, je pense qu'il y a plein de gens qui ne font pas des calls HTTP de la même façon. Il y a des gens qui vont utiliser telle lib et telle lib. Utilisez de préférence la même lib pour faire tous vos calls HTTP, essayez de les faire de la même façon, essayez de respecter les mêmes règles. Plus un écosystème sera hétérogène, plus vous aurez du mal à vous prémunir contre les éventuelles dettes techniques, et plus le troubleshooting sera long et fastidieux. Et si je devais donner un tout dernier conseil pour l'intégration continue, c'est utiliser un linter. Les linters, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de faire de l'analyse syntaxique de code pour syntaxiquement analyser token par token votre code et vous dire ce qu'il pense votre code en fonction de certaines règles, améliorer la lisibilité de notre code, permettre d'avoir une code base similaire en toute l'équipe, avoir des conventions respectées et surtout prévenir des erreurs avant même qu'elles arrivent. Je pourrais faire une conférence entière sur le linter, et ça tombe bien parce que cette conférence existe, je l'ai coécrite avec un collègue, on l'a donné en Tchéquie cette année à GopherCamp, donc n'hésitez pas à scanner, c'est une conf qui me tient à cœur. Et donc là, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire au troubleshooting, donc à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est que le run, le quotidien des gens qui font du run, et surtout à quoi ressemble le quotidien des gens qui font du dev dans un cadre de run. Donc j'espère que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair. Il y a quelques sources ici. Tous les dessins que vous avez vus ont été dessinés par un humain qui est une artiste nantaise, donc merci à elle. Elle citait ici, voilà, ici sur Instagram. Quelques autres sources ici, donc là j'ai remis toutes mes sources. Je vous ai dit que j'avais un chat, elle s'appelle Kimi, c'est une femelle, elle est adorable, elle est trop mignonne, et surtout elle porte le nom de mon blog, blog.kimi.ovh. C'est un blog sur lequel j'écris quelques articles techniques, et notamment il y a 2 articles qui sont totalement connexes à cette conférence, un article sur le run en soi et un autre article sur le développement résilient. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette conférence et que vous avez aimé ma façon de raconter, n'hésitez surtout pas à les consulter, ils sont disponibles en français et en anglais. Et enfin, n'hésitez pas à laisser un petit feedback, surtout s'il est gentil. Faites comme vous voulez en vrai. Bien, merci, je pense que tout le monde merci a hâte d'aller manger. Merci Kimi. Et à très vite pour encore une
suite de conférence.